Merci, brother. Alors, on va commencer notre séance sur Gaza, Israël, l'Iran, éventuellement aussi, hein, bien sûr. Alors, on va avoir. Moi, je vais faire l'animation socio-culturelle. Je dirais peut-être quelques mots parce que je ne peux pas m'en empêcher après. Mais on va commencer donc par Patrick Serre, que vous connaissez tous, membre du bureau politique du PARDEM, qui va d'abord faire un petit historique hein, de Gaza, la situation, la Palestine. Voilà. Ensuite, je passerai la parole à Meriem Laribi, que je vous présenterai d'ailleurs à cette occasion-là, juste avant de lui passer la parole, qui nous parlera du traitement médiatique de, de Gaza et de la Palestine et du génocide en cours, et qui fera référence à son ouvrage, voilà, Que vous avez sur la table que au vous fond. avez sous la table au fond, qui s'appelle Sigil d'humanité. Voilà. Et puis ensuite, donc si je suis en verve, je dirais quelques mots. Et puis, bien sûr, il y aura des questions que vous pourrez poser à Patrick et à Myriam. Voilà, on commence. Alors Patrick, vas-y. Oui, alors, donc lorsqu'on a monté un peu ce programme, et en particulier la séance de ce soir, on a pensé qu'il était important, avant de passer la parole à Myriam sur à la fois son livre et sur ce qu'elle a écrit sur ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre 2003, et plus largement ce qui se passe en Palestine. On a pensé qu'il était quand même important et nécessaire de faire un petit rappel historique sur la problématique israélo-palestinienne. Alors je ne dirais pas le conflit israélo-palestinien, c'est la formule que beaucoup utilisent, notamment dans les médias ou autres, tout simplement parce qu'elle est complètement erronée. Vous comprendrez bien que si on parle de conflit, on sous-entend qu'il y a deux forces armées en présence. Donc, au moins, pas forcément d'équivalentes forces, mais à peu près de forces armées. Ce qui n'a jamais été le cas, ni historiquement, ni présentement, en Palestine vis-à-vis d'Israël. Donc c'est pour ça que moi je préfère dire la problématique entre guillemets israélo-palestinienne, ou palestine-israélienne, comme vous voulez. Après, comme on n'avait quand même que 20 minutes, il fallait faire court. Et donc, je n'ai retracé que les grandes dates de cet historique. Je n'ai pas tout repris parce que ça serait très 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 long. Donc voilà, et puis après, on passera bien sûr la parole à Myriam, et on aura le temps ensuite, si on peut, de discuter plus largement. Donc en préambule, il me semble nécessaire de rappeler que l'origine du projet sioniste, c'est avant tout et surtout l'enfantement des pogroms récurrents en Europe, cet antisémitisme historique, séculaire, qui fut souvent couvert par les gouvernements des pays concernés, et notamment la France, puisque la France en a fait partie. Et c'est donc cette situation-là qui amena la partition en deux camps au début du XIXe siècle des Juifs européens. Partition en deux camps pour le premier groupe, très souvent progressiste, voire très souvent aussi marxiste pour beaucoup. Pour eux, il fallait rester dans leur pays d'origine et œuvrer sur place, continuer à œuvrer sur place pour faire évoluer la société dans laquelle ils étaient, et voire la changer vis-à-vis de l'antisémitisme qui sévissait. Et puis il y avait progressivement un deuxième camp qui a grossi, dans lequel émergeait l'idée différente d'envisager une implantation ailleurs où pourrait se retrouver l'ensemble des Juifs de la planète. Donc, bien sûr, il fallait trouver géographiquement un territoire. À l'époque, plusieurs réflexions ont été élaborées.
même si certaines ont vadrouillé un petit peu en Afrique subsaharienne ou en Amérique du Sud, très très rapidement, le territoire de la Palestine historique, on va l'appeler comme ça, s'est détaché. Et c'est donc ce deuxième groupe qui, au fil des temps, va avoir beaucoup plus de relations, on va dire, politiques avec les gouvernements différents d'Europe, et qui vont donc fabriquer la notion d'État national juif. C'est donc en 1897, lors du premier congrès national juif, que Theodor Herzl, qui était un des animateurs, entre guillemets, de ce mouvement, va mettre en place cette idée. Et de fait, le projet national juif, dès l'origine, avait une composante sioniste, donc coloniale, dès sa conception. Quelques années après, ce projet va prendre forme avec l'aide du secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni de l'époque, qui s'appelait Lord Balfour, et qui en 1917 va s'exprimer clairement par une lettre qu'il envoie à Lionel Rothschild, qui était un des responsables du mouvement dont je parlais tout à l'heure, et qui lui dit être favorable à cette idée-là, et qui donne son aval politique même pour la mise en place de ce foyer national juif. Deuxième épisode, en 1920, la chute de l'Empire ottoman, qui va voir donc les puissances coloniales de l'époque, entre autres au Royaume-Uni et France surtout, se répartir le gâteau de l'Empire ottoman, et qui vont faire donc avaliser par la Société des Nations Unies un mandat britannique sur ce qu'on appelle la Palestine historique, que vous voyez derrière moi, grosso modo. Je rappelle que la Palestine en tant qu'État n'a jamais existé. Mais il existait une Palestine historique au niveau géographique. C'est celle qu'on voit derrière. Et donc, les Britanniques vont gérer ce territoire jusqu'en 1948. Cependant, suite à la fameuse déclaration Balfour, etc., dès le début du XXe siècle, les implantations juives vont se multiplier dans ce territoire de la Palestine historique. Même s'il existait déjà une présence naturelle et historique de juifs séfarades sur ce territoire. Mais de là vont s'y agréger des juifs venant d'Europe, qui vont, par l'intermédiaire de structures créées par ce foyer national juif, qui vont acheter des terres à des possesseurs, soit palestiniens, mais très souvent qui étaient ou d'anciens, ou des Turcs, ou autres. Voilà. En règle générale, ils achetaient légalement. Et donc, ce sont les petites taches blanches que vous voyez. C'est les premiers achats de terre dans la Palestine historique. Ainsi, à peu près de 70 000 en 1917, le nombre de juifs en Palestine historique va passer à 650 000 en 1947. Donc on voit déjà une évolution assez significative, en nombre du moins. Dans le même temps, c'est doublé de la mise en place de milices sionistes armées. La Haganah et l'Irgun notamment, qui sont assez connus, et qui très rapidement vont mettre en place un certain nombre d'attentats de rue, y compris vis-à-vis de celui qui a l'autorité, c'est-à-dire le Royaume-Uni. Il y a des attentats vis-à-vis des policiers du Royaume-Uni et des attentats de rue, voilà. C'est cette situation qui va amener le Royaume-Uni à demander à la Société des Nations de se débarrasser de son mandat
sur la Palestine historique. Alors, c'est pas que ça, c'est parce qu'il le voulait aussi politiquement, mais les deux se conjuguent. Il y a à la fois la volonté politique, mais aussi la pression de ces groupes armés. Alors, voilà, certains pourraient dire des groupes terroristes aujourd'hui. Et donc, la Société des Nations qui va bientôt passer la main à l'ONU, ça se fait très, très rapidement, et en 1947, l'ONU vote le premier plan de partage officiel entre ce qui deviendra, dans un processus défini par l'ONU, le futur État d'Israël et le futur État palestinien. Donc c'est la deuxième carte, c'est le plan de 47, souvent il est nommé plan de 47, c'est la deuxième carte. La première c'était celle que vous aviez, voilà la deuxième. Donc en vert foncé, ce qui deviendra, d'après les Nations Unies, l'État palestinien, et en vert clair, ce qui deviendra l'État israélien. 1947, avec un processus défini dans le temps par la Société des Nations Unies. On peut déjà remarquer que par rapport à la première carte, ce plan acte clairement d'abord la partition du territoire en deux États, déjà, et puis la spoliation de 63% des terres aux Palestiniens, puisqu'il ne reste plus que 47% du territoire au futur État palestinien. Les 63% restent étant dévolus donc au futur État israélien. Donc déjà, partage en deux territoires, et spoliation actée officiellement par la société par l'ONU. Alors ça avait été voté majoritairement à l'ONU, pas par tous les pays. La Russie, entre autres, n'avait pas adopté ce plan de partage. Et sans les Palestiniens. Sans les Palestiniens, bien sûr. À aucun moment, les Palestiniens n'ont eu le droit de s'exprimer dans cette histoire-là. Le problème, c'est que, alors que ce plan prévoyait effectivement la partition en deux États et proposait la création d'un État juif, enfin d'un État, non, excusez-moi, pas d'un État juif, mais d'un État israélien, ça restait tout de même en contradiction avec le projet d'un État national juif. C'est d'ores et déjà en contradiction avec le projet sioniste, dès la création du plan de partage de l'ONU. Et ce qui fait que, dès l'année qui suit, sans attendre, dès 1948, David Ben Gourion, qui était le Premier ministre à l'époque, il proclame unilatéralement l'indépendance de l'État d'Israël, alors que l'État d'Israël n'existe pas. C'est pas mal quand même. Hein. Donc il crée lui-même l'État d'Israël, et il dit voilà, l'État d'Israël est créé, il est indépendant. Alors que ça devait se faire dans le temps. C'est donc une première violation concrète des résolutions de l'ONU par les Israéliens. C'est la première dans l'histoire. Ça ne va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter. Et c'est parce que tout cela est programmé dans des plans qui vont sortir 30 ou 40 ans après, et c'était déjà programmé, c'est le feu vert attendu par les fameuses milices armées dont je parlais tout à l'heure, pour non pas s'implanter sur les 63% du territoire, mais aller au-delà et pénétrer dans ce qui devrait être le territoire palestinien. Et donc, premier massacre historique. Résultat, bon, les historiens, c'est entre 700 et 900 000 Palestiniens, disent-ils, qui doivent quitter leurs habitations, voilà, leurs terres. Voilà. Sans compter, bien évidemment, alors ça c'est ceux qui évitent les massacres,
mais sans compter ceux qui sont tués, massacrés. Avec des villages comme Der Yassin, par exemple, qui est un des villages martyrs, bon, c'est un peu le radure sur glane de palestinien. Oui, les fameux plans dont je parlais, qui vont sortir par les historiens, y compris israéliens, mais plutôt dans les années 90-2000, c'est entre autres le plan d'Alet qui prévoyait cette intervention. C'est connu, par exemple, il y a même des historiens israéliens, Ilan Papé, qui est un des historiens israéliens assez reconnus, dans ses travaux, explique clairement le nombre d'atrocités commises par les milices armées. Voilà. C'était des milices armées puisqu'il n'existait pas d'armée israélienne, puisque Israël n'existait pas. Donc c'était des milices armées. Et donc il dit clairement que oui, il y a eu massacre d'ampleur, il y a eu bombardement, viol, création de camps de travail spéciaux, bon, voilà. Il y a eu tout ça. Et en même temps, il faut réfuter ce qui est souvent présenté. Je parlais tout à l'heure des 8 à 900 000 Palestiniens qui ont fui. C'est souvent présenté que ces Palestiniens-là auraient fui de leur plein gré, entre guillemets, et parce que peut-être on leur a dit qu'ils seraient bien accueillis ailleurs. Non, c'est complètement, encore une fois, c'est une falsification grotesque de ce qui s'est passé. C'est pas du tout. Ils ont été chassés par la force. Par la terreur. Oui, oui. Alors, les Palestiniens, vous entendrez souvent ce nom, ils appellent ça la Nakba, la catastrophe, hein, c'est ce qu'ils nomment comme ça. Suite à cette action armée, donc, les Israéliens, géographiquement, vont conquérir à peu près un tiers de territoire palestinien en plus de ce qui était prévu par rapport à notre plan de partage, hein, déjà. Un tiers de plus, ils gagnent d'un seul coup. Et donc, en 1948, à la fin de cette affaire-là, le territoire, c'est 78% pour les Israéliens et 22% pour les Palestiniens. Quand je dis pour les Palestiniens, c'est même pas ça. Parce que l'État palestinien, de fait, lui, n'existe toujours pas. Et c'est donc la Cisjordanie qui va avoir le mandat de gérer ces 22%. Les Palestiniens n'ayant toujours pas d'État. Sur les 22% qui leur restent. L'État palestinien est donc mort-né, mais avec l'aval de la communauté internationale, qui ne bronche pas. C'est important de le préciser. Et aussi, pour une grande partie, la cupidité des pays arabes voisins qui, eux, dans l'immédiat, ne bougent pas trop non plus. Le projet sioniste, là, vient de se mettre sur la rampe de lancement d'une manière très claire. Et il va poursuivre jusqu'à nos jours. Déjà là, je parlais tout à l'heure des 8 à 900 000 Palestiniens, ils se réfugient donc dans les 22% de territoire qui restent, et ils se réfugient pour beaucoup à Gaza, ce qui expliquera après aussi la densité de population à Gaza. Pour 90%, ceux qui vont se retrouver en 1948 à Gaza, en réalité, sont déjà des réfugiés palestiniens. Ce ne sont pas des gens de Gaza. Ce sont des gens qui viennent d'autres territoires palestiniens. Donc ils se réfugient à Gaza, ils se réfugient dans les 22%, plus quelques-uns en Jordanie. Bon, ça commence à partir un peu partout, au Liban aussi, parce que c'est les plus près. Hein, voilà. Ça part un petit peu partout. Je disais donc que ce projet sioniste se met sur la rampe de lancement, mais ce projet, il est né, avec bien sûr sa nature coloniale, de fait, mais il est aussi né avec autre chose qu'à l'époque on ne nomme pas, c'est sa nature raciste de ségrégation.
puisque ça s'appuie sur, et ça va s'appuyer tout au long de l'histoire, sur une logique d'expulsion, voire d'extermination pour ceux qui ne comprennent pas qu'il faut qu'ils partent. Épuration ethnique. Là aussi, à nouveau, battre en brèche le récit imaginaire d'un État israélien qui est créé à la suite d'une guerre d'indépendance. On entend souvent dire ça aussi, que l'État israélien aurait été créé à la suite d'une guerre d'indépendance. On ne voit pas quelle guerre d'indépendance il y a eu. C'est la tartufferie la plus élémentaire. La base, ça a été la spoliation des terres palestiniennes. Malheureusement, le message originel de la communauté internationale est très très bien perçu par les autorités israéliennes. Ils ont déjà compris qu'avec l'appui bien évidemment des USA et d'une grande partie des pays européens, notamment, qui sont quand même ceux qui pèsent le plus au niveau de l'ONU, le message était clair. Le nettoyage ethnique de la Palestine pouvait s'effectuer, aussi illégal et immoral soit-il. Il serait toléré. Je passe rapidement et on arrive en 67, où éclate la guerre des 6 jours, et où après la défaite des pays arabes, Israël, tout puissant militairement, parce que là c'est l'armée israélienne cette fois, c'est plus les milices armées, c'est l'armée israélienne. L'armée israélienne en profite quand même pour aller un tout petit peu plus loin tant qu'ils y sont, pourquoi pas se faire de bien. Et donc, ils vont envahir à nouveau le restant des territoires palestiniens qui étaient administrés par la Cisjordanie. Ils vont, envahir Gaza. Mais aussi, ils vont récupérer le plateau du Golan en Syrie. Bon, beaucoup se demandent qu'est-ce qu'ils sont allés faire tout là-bas. Bon, c'est très simple. Vous prenez une carte avec les réserves aquifères du secteur et vous avez tout compris. Le plateau du Golan, c'est le château d'eau de cette zone géographique. Voilà pourquoi ils sont là. Ils font du vin. Oui, mais Au-dessus. Voilà. Mais l'important, c'est que c'est le réservoir d'eau, c'est le château d'eau de toute la zone. Voilà pourquoi ils ont le Golan. Ils ne s'arrêtent pas là aussi, ils descendent un peu vers l'Égypte au sud avec le Sinaï qu'ils envahissent. Et puis Jérusalem-Est, c'est là qu'on voit la partition de Jérusalem, puisqu'avant c'était dans les 22% du territoire palestinien, même s'il n'y avait pas d'État palestinien. Oui, c'était la zone internationale, mais elle était quand même intégralement palestinienne. Là, ils en prennent la moitié. Ils prennent tout l'Est et puis ils disent maintenant c'est l'État israélien. Voilà. À cette occasion, c'est là qu'est votée à l'ONU quand même la résolution 242, qui est une des premières véritables résolutions, qui condamne l'annexion de ces territoires. Et cette résolution est encore d'actualité de nos jours. Mais bien sûr, elle n'a jamais été appliquée. Je vais un peu plus loin, le 6 octobre 1973, nouvelle guerre, c'est la guerre du Kippour. Et à la fin de celle-ci, là, il y a des négociations, je vais vite, mais qui se font à Camp David. Et Israël doit se retirer du Sinaï, ainsi que de la Cisjordanie occupée. Et c'est à cette période-là que le mouvement national palestinien va véritablement se former aussi. Jusque-là, il y avait des bribes, il y avait des formations de militants ou de populations, mais il n'y avait pas vraiment de mouvement national palestinien. Il arrive donc à se former à cette période, même s'il est divisé, parce qu'il y a plusieurs factions. Et dans le même temps, la colonisation donc israélienne en Cisjordanie et à Gaza se poursuit. Et c'est de là que vient surtout la population qui va gonfler à Gaza de plus en plus.
Le projet colonial se poursuivant, on arrive après à la jeunesse palestinienne, entre autres, qui commence à intervenir là-dedans, et on arrive à ce qu'on a appelé la première intifada, la guerre des pierres, en 93, hein, qui entraîne notamment, et ça c'est important par rapport à ce dont on parlait à Gaza, qui entraîne à Gaza la naissance du Hamas, notamment le Hamas issu des frères musulmans. C'est à cette époque-là. En 88, nouvel événement qui se produit, Yasser Arafat, qui annonce la création d'un État palestinien à l'ONU. Sur la base de la fameuse résolution de 142 dont je parlais tout à l'heure. C'est pas anodin parce que en annonçant la création d'un État palestinien sur les territoires de 73 là. Hein. On n'est plus des territoires de 48, on est à 73 déjà. Hein. Donc il ne reste plus que 22% en Cisjordanie et Gaza, c'est tout. Donc il dit, lui, l'État palestinien, c'est ça. Mais en même temps, quand il dit ça à l'ONU, ça veut dire qu'il reconnaît implicitement la reconnaissance de l'État israélien. Il y aura donc un débat interpalestinien, on va dire, mais lui, son allocution, ça veut dire ça. En 93, la signature par Israël et l'OLP, qui est devenu donc l'organe officiel de représentation du peuple palestinien, l'Organisation de libération de la Palestine, il y a la signature des accords d'Oslo. Alors c'est à la fois pour les Palestiniens un grand espoir, mais très rapidement, ça va se transformer en cauchemar, quoi. Normalement, ces accords devaient entériner la naissance de l'autorité palestinienne, donc d'un gouvernement palestinien. Hein. Et l'État palestinien, c'était dans les 5 ans. Bon, il devait y avoir d'abord une autorité palestinienne, et dans les 5 ans, vous voyez que pour un État palestinien, il fallait toujours beaucoup de temps. C'était toujours très compliqué dans l'histoire, toujours. Ça prenait beaucoup de temps. Mais en même temps, les Israéliens, en même temps qu'ils signaient ces accords, ils imposent aux Palestiniens et à la communauté internationale le zonage des territoires palestiniens. 3 zones. Les zones A, 18% de ce qui reste, qui sera géré par l'administration palestinienne. Ça, c'est la zone A. 22% de ce qui reste, la zone B, qui sera gérée par l'autorité palestinienne, mais avec présence de l'armée israélienne. Et 3e zone, des zones C, qui représente 60% du territoire, où là, c'est totalement contrôlé par Israël, à la fois administrativement et militairement. Ah oui, c'est plus sûr. Voilà les accords d'Oslo. Alors c'est vrai, bien évidemment, Yasser Arafat à l'époque était conscient de ce qu'il lâchait, mais en même temps, il avait lui un espoir. Et il pensait, peut-être un peu naïvement, que les Israéliens allaient enfin accepter ce qu'ils avaient signé. Ce qui ne va jamais être le cas. Ils n'ont jamais respecté. Mais enfin, ça va quand même coûter cher à un Israélien, la plaisanterie, hein, puisqu'en 1995, celui qui a signé, là, Yitzhak Rabin, il est assassiné, pas par un Palestinien, hein. Non, pas du tout. Il est assassiné par un Israélien, un confessionnel extrémiste. Hein. Et c'est de là que véritablement apparaît aussi la dérive droitière et extrême droitière de la population israélienne, et bien évidemment des colons israéliens, mais aussi de la population israélienne, qu'on connaît aujourd'hui. En 2000, arrive quelqu'un qu'on connaît bien aussi, Ariel Sharon. Ils ont eu que les meilleurs. Qui lui, il annonce la construction du mur de séparation, le fameux mur, entre Israël et les territoires palestiniens. Et en plus, pour en rajouter une petite louche, il envahit l'esplanade des mosquées à Jérusalem, qui est la partie ouest, et donc lieu saint de l'islam pour les Palestiniens. Donc une véritable provocation. Pas que par les Palestiniens. Le fameux mur
illégal au regard du droit international, hein, bien évidemment. Qui normalement devait, d'après les dires des Israéliens, devait suivre donc le fameux partage de territoire. En réalité, quand vous le regardez bien là aussi, il sinue, il y a des endroits où il fait plein de petits biscuits comme ça, ce mur. Il n'est pas rectiligne. Pourquoi? Et là aussi, prenez une carte avec les réserves aquifères et vous allez vite comprendre que quand il fait un petit écart, c'est parce qu'il y a une réserve d'eau et que donc le mur, hop, plutôt que de le laisser dans la partie palestinienne, hop, il est passé et comme ça, la réserve en eau, elle est maintenant du côté israélien, puisque côté de l'autre mur, la réserve, ils n'y ont plus accès. C'est intéressant de regarder les cartes hein, comme ça. Vous comprenez mieux pourquoi le mur il est pas rectiligne, parce qu'on se dit pourquoi ils se sont emmerdés à faire des trucs discrets. Ouais, oui, il était bourré, je sais pas. Non, pas du tout. Non, c'était rien de tout ça. Sous la pression de la résistance palestinienne, hein, quand même, hein, parce que ça se passe quand même pas très très bien. En 2005, Israël se retire de Gaza, après 38 ans d'occupation quand même hein, de Gaza. En 2006, des élections législatives ont lieu en territoire palestinien, donc en Cisjordanie et à Gaza. Et c'est là qu'à Gaza, le Hamas emporte les élections. Élections qui se font sous la surveillance d'observateurs internationaux, notamment de l'ONU, qui disent tous dans leur rapport que l'élection, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, s'est fait dans des conditions tout à fait démocratiques, tout à fait normales, il n'y a rien à redire. Donc la victoire du Hamas, oui, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité, et c'est la vie. Ce sont les électeurs de Gaza qui portent le Hamas. Donc bien sûr, s'ensuit là véritablement un affrontement entre le Hamas, qui veut prendre véritablement la possession de Gaza, puisque les urnes lui donnent la possibilité, et l'OLP, qui lui comprend bien qu'il y a danger pour son mouvement. Et donc il y a, on va dire, une mini-guerre civile qui se passe à Gaza pendant un moment où ça ronfle sérieux, quoi. Sous l'œil un peu amusé d'Israël, dont, mais je vais aborder le sujet, dont la naissance du Hamas a été adoubée par le gouvernement israélien de l'époque, tout simplement parce que ça permettait de sortir l'OLP de Gaza. Donc aujourd'hui, quand on nous dit que les horreurs, il y a le Hamas à Gaza, on oublie simplement de préciser que c'est aussi grâce au gouvernement israélien que le Hamas s'est implanté à Gaza. Qui l'a financé aussi, non? Qui l'a financé. Alors c'est un peu moins peut-être clair, mais bon. Laissez financer. Voilà. Bon. Par le Qatar. Voilà. Alors après historique, Oui, ce qui va se passer, c'est que historiquement, comme Quoique. le Hamas administrativement gère la bande de Gaza, il a donc droit à avoir l'armée. Enfin, c'est pas une armée, c'est une police, on va dire, hein, la police pour gérer Gaza. Et donc il faut de l'argent pour payer les policiers, l'administratif, etc. Et donc c'est là que le Qatar intervient en disant, voilà, nous on est capable de payer. Et ça se fait sous la signature tous les mois de l'État israélien. Hein, le chèque passe par Israël qui co-signe. Donc c'est connu, c'est le gouvernement israélien. C'est tous les mois quel chèque est envoyé par le Qatar au Hamas. Bon, la colonisation de la Cisjordanie pendant ce temps se poursuit tranquillement, hein, parce qu'en même temps qu'on est à Gaza, on s'occupe de la Cisjordanie. Hein. Et ça va s'amplifier en 2009 avec l'arrivée de Netanyahou au pouvoir. Et surtout, son arrivée au pouvoir grâce à l'extrême droite, qui va avoir pour conséquence une accentuation de ce qu'on appelle l'archipélisation de la Cisjordanie. C'est-à-dire la colonisation dans beaucoup de territoires qui va faire que les territoires de la Cisjordanie sur lesquels se retrouvent les Palestiniens, c'est un vrai morceau de gruyère, quoi. On arrive donc au 7 octobre, hein,
Donc là, je vais faire vite parce que vous connaissez la problématique, donc l'attaque du Hamas sur le territoire israélien, qui fait 1200 morts a priori et 240 otages. Mais ce séisme, quand même, ça démontre à quel point aussi la politique coloniale israélienne était suicidaire dans le temps. Parce que comment on peut penser un seul instant qu'une prison à ciel ouvert à Gaza, où se trouvaient quand même plus de 2 millions de personnes, territoire le plus densément peuplé au monde, composé de 65% de jeunes de moins de 20 ans, qui n'ont connu donc que la colonisation, que les bombardements, parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a eu plusieurs interventions militaires sur la bande de Gaza par Israël, avec des bombes au phosphore, bon voilà. Ilan Pappé, l'historien israélien, disait en 2006 « Jamais les Palestiniens ne pourront faire partie de l'État et de l'espace sioniste. Ils vont donc continuer à se battre. Leur lutte sera, espérons-le, pacifique et victorieuse. Sinon, elle sera désespérée et vengeresse, et comme un cyclone, elle nous aspirera tous dans une immense et perpétuelle tempête de sable. » Voilà ce qu'il disait. Il avait un peu compris. Parce que la résistance palestinienne, malgré l'abandon des pays arabes qui peu à peu ont lâché le peuple palestinien, la résistance interne palestinienne n'a jamais cessé. Pour aller plus vite et arriver à nos jours, par rapport au niveau international, les choses évoluent malgré tout. Et depuis 2011, la Palestine est devenue membre de l'UNESCO. En 2012, elle va devenir membre observateur de l'ONU et partie en 2015 au statut de Rome et de la Cour pénale internationale. En 2024, les USA, donc c'est pas très loin, il y a un an, une énième fois, et toujours un soutien inconditionnel et indéfectible d'Israël, vont rejeter l'adhésion de la Palestine à l'ONU, en utilisant bien sûr leur droit de veto. Mais malgré tout, le statut d'observateur est rehaussé pour les Palestiniens à l'ONU. Bon, on va dire que ça ne mange pas trop de pain, mais quand même c'est à noter. Plus récemment, donc en janvier 2025, 148 membres de l'ONU sur 193 ont voté la reconnaissance de l'État de Palestine. Bientôt rejoint depuis fin septembre de cette année par une dizaine d'autres, dont la France, mieux vaut tard que jamais, mais aussi le Royaume-Uni, c'est important, c'est pour ça que je les cite, le Canada, l'Australie. Pourquoi je cite ces trois pays? Parce que vous comprenez bien que ça, c'est la garde rapprochée des États-Unis. Et que même leur garde rapprochée les a quand même lâchés sur cette question-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les seuls qui ne reconnaissent pas l'État de Palestine à l'ONU, c'est qui? Il n'y en a pas beaucoup. Ce sont les États-Unis. Leur micro-satellite des îles Tartampion, machin, là. Même il y en a, on ne sait même pas que ça existe. Voilà. Et puis après, les quelques-uns qui ont un peu de poids, c'est quoi? C'est au niveau de l'Europe, et en particulier de l'Union européenne. C'est l'Italie encore. C'est les Pays-Bas, et bien sûr l'Allemagne. Mais on comprend la raison historique. Non. Même si on ne la comprend pas, Non, mais on voit le lien historique. On voit le prétexte, oui. On voit le lien historique. On voit le lien historique, pourquoi l'Allemagne n'a toujours pas reconnu la Palestine. Et j'y rajoute presque tous les anciens pays de l'Est qui sont dans l'Union européenne, qui eux n'ont toujours pas reconnu la Palestine, bien sûr. Phagocytés par l'Union européenne. C'est pas eux qui décident. On leur dit, vous êtes dans l'Union européenne, on vous a ouvert la porte,
Mais maintenant, quand vous allez à l'ONU et qu'il faut voter pour la reconnaissance de l'État palestinien, c'est nous qui tenons la poignée de la porte. C'est pas vous. Et l'Ukraine aussi. Donc aujourd'hui, on est à 157 pays qui reconnaissent quand même l'État de Palestine sur 193, je crois. Vous voyez qu'il n'y en a plus beaucoup. Hein. En effet, même les plus zélés arrivent à ne plus pouvoir cacher la réalité à leur peuple. Parce que c'est ça aussi qui pèse quand même dans un certain nombre de pays. Et à faire surtout accepter les massacres plus récents, notamment de ce qui se passe à Gaza en ce moment. Massacre quasi quotidien hein, de l'armée israélienne. Mais il y a aussi, bien sûr, ce qui fait réagir le gouvernement d'un certain nombre de nos pays, c'est le soutien de plus en plus massif, quand même, notamment des plus jeunes, qui inquiètent nos dirigeants. Et qui, à un moment donné, sont un peu obligés de lâcher du lest, et comme le fait Macron, reconnaissent l'État de Palestine, en sachant pertinemment que, pour le moment, ça n'aura aucun effet sur le terrain. Donc, il peut y aller tranquillement. J'ai terminé pratiquement. J'ai terminé. Je passe sur Gaza puisqu'on va rappeler. Difficultés supplémentaires aussi au moment où le peuple palestinien subit donc ce génocide à Gaza et un apartheid colonial en Cisjordanie. Son représentant officiel, puisqu'il en a un, c'est l'autorité palestinienne, reste quasiment inaudible et politiquement absente. Et ça, c'est un problème de fond. Paniqué par la victoire du Hamas en 2006, je le disais, à Gaza. Plus aucune élection n'a d'ailleurs eu lieu depuis, alors qu'il y aurait dû y en avoir en Palestine et à Gaza, mais il n'y a plus d'élection. Par exemple, la voix au niveau de l'international de l'autorité palestinienne ne pèse pratiquement plus, elle est pratiquement inaudible. Au sein de l'UE, où il y a un représentant de la Palestine, au sein de l'UE, qui était à une époque occupé par Leïla Chaïd, dont vous avez dû entendre parler, qui était une voix qui portait et qui s'exprimait. Depuis, on ne sait même pas qui a pris son poste à sa suite. C'est catastrophique. Donc, politiquement, l'autorité palestinienne, c'est devenu un vide sidéral. Ça, c'est pour l'international. Pour ce qui concerne plus particulièrement le territoire palestinien, la situation n'est guère plus enviable. Hein. La population palestinienne, lorsque vous discutez avec eux, ils vomissent littéralement l'autorité palestinienne, pour beaucoup. Pour beaucoup. De par sa corruption endémique, qui n'a fait que gonfler. Piégé par les accords d'Oslo, dont je parlais tout à l'heure, et dont la police sert quotidiennement de substitut à l'armée israélienne hein, lorsqu'il y a des affrontements ou avec les colons ou avec l'armée israélienne, notamment vis-à-vis des plus jeunes. Les pays arabes voisins, je le disais, ils ont été pour beaucoup dynamités par les USA et Israël, du moins ceux qui tentaient de s'y opposer, Libye, Irak, Syrie, Liban, enfin voilà. Les autres sont abonnés absents, hein, parce qu'ils sont tétanisés à la fois par la force armée israélienne et en interne, pour beaucoup aussi, par le danger de voir les mouvements islamistes prendre le pouvoir. Donc ils sont tenus par ces deux biais-là. Par le Yémen. Les seuls un peu à surnager là-dedans, on le disait, c'est le Qatar, l'Iran, un peu, voilà, avec toutes les limites que ça comporte. Mais pour tous ces pays arabes, c'est tout l'inverse qui se produit parce qu'en abandonnant le soutien au peuple palestinien, ils ne font que renforcer le projet sioniste. Et donc, je vais terminer, face à cette situation et pour sortir de cette ornière, quelles possibilités politiques s'offrent désormais aux Palestiniens et aux dirigeants de la planète et pour ce qui nous concerne en France
Bah, contrairement à tous les turifères sionistes de nos zones et nos gouvernements, ainsi qu'à la quasi-totalité de nos partis politiques, la seule issue possible, elle réside dans d'imposer à Israël d'abandonner son projet sioniste du Grand Israël, tout d'abord. Ça commence par ça. Ensuite, la question d'un État, deux États. Bah, tout d'abord, c'est peut-être au peuple palestinien de se prononcer, pour commencer. Ça sera déjà pas mal. Avant de savoir s'il y a un ou deux États. On va commencer par leur demander ce qu'ils en pensent, eux. Mais bon, je pense que dans l'état de la situation, les divergences, pour ne pas dire la haine, est telle, dans une grande majorité des deux peuples de chaque côté, que la solution d'un État fédéral binational que certains théorisent semble n'être envisagée que dans les salles à manger des pays extérieurs, dont le nôtre, me semble-t-il. Même, je sais qu'on n'est pas forcément d'accord, parce que j'ai lu la fin, enfin, j'ai pas lu que la fin de ton livre, mais quand tu en parles dessus, c'est pour ça qu'on en parlera après. Même si tu as raison sur le fond. Bien évidemment, la problématique, c'est que Israël existe, qu'on le veuille ou pas. Et ça, cette problématique, on est tenu d'en prendre compte. Et que ça va être difficile de réparer une erreur historique par une autre erreur historique. L'Algérie française aussi, elle existait. Oui, oui, oui. On n'était pas dans le même cas de figure. On en parlera. Non, non. Non. J'ai fini. Oui, parce qu'il faut passer de la part. Voilà. Et que donc, en un seul mot, c'est le droit à l'autodétermination qui doit primer. Voilà. Je fais un peu court, mais c'est pas. Merci Patrick. Donc, je vais passer la parole. Avant de passer la parole à Myriam, deux mots. Tu la présentes? Je vais la présenter, mais deux mots avant. Déclaration Balfour, c'est une tarte à la crème, hein, ça n'existe pas. C'est une simple lettre, Oui, sans valeur juridique. Oui, oui, oui. Tout ça, Oui, ça c'est repose, c'est du sable. Hein. C'est un poilu qui adresse ça Voilà. à quelqu'un qui n'a aucun pouvoir. Mais Elle existe, mais c'est tout. Elle existe, Oui, mais oui, c'est oui. tout. C'est une lettre qui existe, mais c'est tout. ça n'est ni une déclaration d'ailleurs, Oui, ni quoi que ce oui, soit. oui, Hein. oui. Bon, voilà. Ni en tout cas la constitution de quoi que ce soit. Deuxièmement, quand même, il faut comprendre pourquoi ça c'est possible. C'est possible à cause de la mauvaise conscience occidentale sur les pogroms, qui remontent bien avant le nazisme. Hein, les pogroms. Voilà, là, hein, dans la Kiev antique, déjà, ça baladait pas mal. Donc, ça remonte très très loin, et cette mauvaise conscience de l'Occident, plus les crimes nazis, ont fait que la notion... le mythe de la réparation est apparu, en fait. Hein. Voilà, c'est le procès du mythe de la réparation. C'est-à-dire qu'on pardonne tout à Israël pour essayer de tenter de réparer, de faire oublier que... Bon, voilà. Mais ce serait trop long de partir là-dessus. D'ailleurs, j'écrirai quelque chose là-dessus parce que ça me passionne. Alors, je vais passer la parole à Myriam. Voilà, enfin, dit-elle. Voilà. Bon, Myriam, elle est journaliste indépendante. Elle collabore régulièrement avec le Diplôme. Et puis Orient 13. Orient 21. Ah, 21, pardon. 13. N'importe quoi. C'est la bande dessinée, Orient 21. Alors, tu as, ce que je n'ai pas vu, co-réalisé avec Maëlys Kinder, un documentaire qui a été produit par le média et qui s'appelle Gaza, fuir le génocide. Et ça date de 2024. Hein. Oui, ça c'était l'année dernière. C'était l'année dernière, voilà. Donc, elle vient de publier Sigil d'humanité, dont je vous recommande la lecture. Et vous pouvez acheter le livre ici. Il est là, le livre. Je suis au taquet. Voilà. Merci. Et il y en aura demain ou c'est que... Non, c'est aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui. Bref, notre époque, ça c'est pour introduire, non pas Myriam, mais enfin, laissez mes mauvais jeux de mots.
la domination, c'est pas uniquement par les armes, les armées, la police et le reste. C'est par la guerre idéologique et les récits qu'elle se fait aussi. Et ce qu'ils appellent la guerre cognitive. Hein, voilà. Donc l'idée, c'est de façonner les consciences, d'invisibiliser et de banaliser finalement les injustices. Hein. Et la Palestine, pour ça, est un cas absolument génial et brutal. Hein. C'est un génocide diffusé en direct, c'est le premier. Hein. Faut voir ce qu'on voit. Voilà. Et quand même, ça n'affole pas les foules. Enfin, non. En France, non. En Italie, il y a de grandes manifestations. Très, très grandes manifestations. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes. En France, non, ça ne génère pas d'énormes manifestations unitaires comme on en voit en Italie ou en Espagne. Bon. Donc, toute cette communication destinée à nous faire avaler un peu n'importe quoi a été analysée, vue et écrite par Myriam. Et je vais lui poser la première question. Pourquoi as-tu écrit ce livre et comment? Bonsoir. Bonsoir à tous. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que l'éditeur est venu vers moi. En fait, c'est pas mon initiative à la base, c'est l'initiative de l'éditeur. Et comment il a entendu parler de moi, c'est une de ses proches qui voyait mes posts sur les réseaux sociaux et mes interventions notamment à l'Élysée et au Quai d'Orsay, où j'allais chaque semaine pendant plusieurs mois poser des questions sur le génocide à Gaza. Et c'est comme ça qu'elle a entendu parler de moi et lui a dit pourquoi tu publierais pas cette journaliste. Et voilà. Et donc il est venu vers moi et quand il est venu vers moi, je me suis demandé sous quelle forme je pouvais écrire éventuellement un livre sur ce qui était en train de se passer. Et assez rapidement, je me suis dit que j'allais faire un journal du génocide, ayant suivi chaque jour, à chaque heure, chaque minute, ce qui se passait là-bas. Et ayant pris des notes, en fait, sans vraiment y penser en amont, mais à travers les réseaux sociaux, ça m'a fait des notes, parce qu'à travers X, à travers Twitter, où je postais chaque jour les informations principales qui se passaient, j'ai eu simplement à remonter le fil de Twitter pour retrouver un peu toutes les informations principales que j'avais publiées chaque jour là-dessus. Et donc au début, j'étais partie sur l'idée d'un journal au jour le jour. Mais c'est bon, après, au bout d'un moment, ça devient un peu illisible, difficile à lire en tout cas, parce que c'est très répétitif malheureusement, les massacres, etc. C'était un peu tous les jours la même chose, les mêmes horreurs. Et comme m'a dit mon éditeur, tu n'écris pas un dossier pour la Cour internationale de justice. Donc, vois ça plutôt de manière un peu plus large. Et donc, les chapitres du livre, c'est tout simplement octobre, novembre, décembre, janvier. C'est les mois, en fait, de l'année d'octobre 2023 à octobre 2024. Bon, en vérité, ça s'étend jusqu'à janvier 2025 parce que le livre est parti à l'impression le 15 janvier 2025, jour de l'annonce du cessez-le-feu qui a eu lieu entre janvier et mars. Donc, voilà. Donc, en fait, ça raconte jusqu'à ce moment-là, pratiquement, avec plus en détail d'octobre à octobre. Et donc, je vais juste faire revenir un peu en arrière. Donc, moi, je suis journaliste indépendante. J'ai travaillé pendant 5... Il faut que je parle plus fort? Pardon, je suis un peu malade. Je suis journaliste indépendante depuis 2022 ou 23. En fait, j'ai travaillé pour RT France avant, Russia Today. Je travaillais au service web de RT pendant les Gilets jaunes et pendant la marche du retour, notamment à Gaza, 2018-2019, que j'ai suivi chaque vendredi à l'époque. La Palestine, comme vous le savez, était un peu mise au... C'était secondaire dans l'actualité, elle n'était pas aussi centrale que depuis le début du génocide. Et aussi, moi, c'est une question qui me touchait très, très personnellement. Moi, je viens d'Algérie, j'ai grandi là-bas.
Je suis venue ici avec ma mère pendant la décennie noire. Et donc, j'ai vraiment passé une grande partie de mon enfance à Alger. Et je suis issue de cette génération post-coloniale. Quand mes parents sont nés, il était inenvisageable que l'Algérie soit indépendante. Et quand moi je suis née, l'Algérie était indépendante. Et on a grandi avec la Palestine au cœur, en fait. Avec la Palestine comme le pays qui reste à décoloniser, comme un peuple frère, comme les Palestiniens d'aujourd'hui, c'est les Algériens d'hier. Et donc, voilà, moi, mon père il m'apprenait la géographie, j'avais 5 ans, il m'avait appris tous les pays du monde. Et il ne me parlait pas d'Israël, il me parlait de la Palestine. Ça n'existait pas dans son enseignement. Et donc, c'était un sujet particulièrement douloureux. Et bon, j'ai toujours suivi de près tout ce qui se passait là-bas. Mais je m'intéressais, j'étais plus spécialisée sur un autre continent, sur l'Amérique latine, qui me passionne particulièrement. Et j'ai voyagé là-bas, j'ai beaucoup écrit sur l'Amérique latine, et sur la gauche latino-américaine, sur le Venezuela de Chavez, sur Cuba. Et donc c'était ça un peu mon centre d'intérêt. Puis vient le 7 octobre 2023. Là, à ce moment-là, je suis indépendante, donc au chômage. Puisqu'on a été licencié de RT, on a fait partie des sanctions contre la Russie, donc on a été fermé immédiatement après le début de la guerre. Et donc on a été licencié assez rapidement, et donc 100 journalistes se sont retrouvés sur le carreau. Et j'en faisais partie. Donc bon, j'écris pour le Monde diplomatique, pour Orient 21, pour différents médias. Puis arrive le 7 octobre. Et très rapidement, le 9 octobre, sur Twitter, je parle de génocide. Le 9 octobre. Pourquoi ? Parce que je connais Israël, je sais de quoi Israël est capable. Et en écoutant le discours du ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, qui parle d'animaux humains, qui annonce le siège total de Gaza, qui annonce qu'il n'y aura désormais plus d'eau, de nourriture, d'électricité, etc., à Gaza, je comprends immédiatement qu'on va au-devant d'un génocide, et je l'écris. Je crois que j'ai été une des premières personnes à l'écrire, en fait. Je dis, bon, le génocide est annoncé. Et je sais que aussi la lâcheté du monde arabe et du monde occidental, et la complicité du monde occidental, et je sais que personne n'empêchera ce génocide d'avoir lieu. Donc très rapidement, je sais qu'on va vers quelque chose d'extrêmement grave, quelque chose de jamais vu, et tout ça a été confirmé, appuyé, soutenu par la propagande médiatique qui s'est abattue sur nous. Et là, j'ai senti que non seulement tout allait changer en Palestine et qu'on va au-devant d'un génocide et de quelque chose de terrifiant, et qu'aussi ma vie allait changer. Parce que là, j'allais plus pouvoir m'occuper d'autre chose que de ce qui se passe en Palestine et jusqu'à la fin de mes jours. Je vois pas comment je vais pouvoir faire autre chose que de réparer la désinformation qui s'abat sur la Palestine. Et je pense que voilà, si on a chacun une mission dans la vie, ben moi, ma mission en tant que journaliste, je vois pas qu'est-ce qu'elle peut être à part celle-là de rétablir la vérité. Et la vérité commence par rétablir la chronologie. Donc très rapidement, nous faisons face, tous les gens qui pensent comme moi en fait, à un déluge, à une tempête médiatique de désinformation sur la Palestine. Tout a commencé le 7 octobre, tout s'est arrêté le 7 octobre. La fabrique du consentement, façon Herman et Chomsky, c'est-à-dire il y a des victimes dignes d'intérêt et des victimes indignes d'intérêt. Les victimes dignes d'intérêt, c'est les victimes juives israéliennes du 7 octobre. Tout le reste, les Palestiniens, ce sont pas des humains. Ils ne sont pas considérés comme des humains. Ils sont présentés comme une masse indifférenciée, barbare, soutien du Hamas, organisation terroriste. Vous aviez des mots obligatoires et des mots interdits. Donc vous aviez les mots obligatoires, c'était Hamas égale terroriste, égale barbare, égale antisémite, pogrom antisémite, comme si c'était voilà, des gens qui s'étaient réveillés un matin dans un état juif légitime et qui voulaient juste tuer des juifs. Vraiment, c'est ça, c'est-à-dire c'est ce niveau de bêtise et de mensonge qui nous a été servi, pas au plus haut sommet de l'État en fait, et des médias bien sûr, et des mots interdits comme le terme résistance. Comme vous avez vu, les députés de gauche, LFI notamment, en ont fait les frais. C'est-à-dire que si ils disaient le fait que
c'est ok, une attaque extrêmement violente, horrible, à bien des égards, vraiment pas glorieuse, quand on kidnappe des enfants, quand on tue des enfants, etc., qu'on tue des civils de manière indiscriminée, c'est loin d'être glorieux, c'est oui, horrible, mais ce n'est pas un pogrom antisémite, ça s'inscrit dans l'histoire coloniale de la Palestine et dans factuellement une réaction à quelque chose. Voilà. Donc on était dans un moment pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, où il était impossible d'en placer une sans se faire traiter de soutien du Hamas. Alors moi, c'est cocasse de me traiter de soutien du Hamas, étant donné que je suis une personne qui a quitté l'Algérie pour fuir la guerre civile, où il y avait des islamistes qui essayaient de nous forcer à adopter leur mode de vie. Donc moi, ça me glisse dessus, je n'ai aucun problème... Enfin, voilà. Je ne me sens pas concernée par ce genre d'attaque, mais ça marche. Ça marche ici. Le chantage à l'antisémitisme, le chantage au soutien à l'islamisme, etc., ça fonctionne et beaucoup ont été intimidés par ça. Les députés à la LFI, on peut vraiment leur reconnaître d'avoir tenu bon, d'avoir été solides sur la question, d'avoir essuyé des torrents de boue sur leur face, sur leur famille, etc. Donc, bon, bravo à eux pour la résistance. Au niveau des médias, waouh, ça a été... c'est bon, il y a des médias qui se sont révélés vraiment très solides, notamment les médias indépendants. Blast, voilà, beaucoup de médias indépendants, le Monde diplomatique évidemment, Orient 21, indispensable pour comprendre ce qui se passe, Acrimed pour la critique des médias, si vraiment je recommande très très chaudement la lecture d'Acrimed. Arrêt sur image, etc. La rubrique Check News de Libération. Je commence par le positif, après on va parler du négatif. La rubrique Check News de Libération qui a fait du très bon travail dès le début. Vraiment, on avait l'impression qu'à Libé, il y avait un État dans l'État. Il y avait Check News d'un côté, puis le reste de l'autre. Check News qui vraiment veillait à, par exemple, à débunker toutes les fausses informations que nous avons eues, répétées partout sans contradiction, celles de bébés dans le four, 40 bébés décapités, etc. Par exemple, Check News a fait le travail là-dessus pour débunker très vite tout ça. Voilà. Un mot pour dire quand même que nous, on nous a fermé RT et on nous a tous mis au chômage parce qu'on était considérés comme de la propagande russe, mais que I24 News, cette chaîne a émergé après le 7 octobre encore plus, et promu et partout. Ces éditorialistes sont sur le service public français, comme Darmon qui fait partie des informés de France Info. C'est un éditorialiste de I24 News qui est une chaîne de propagande pro-israélienne, pro-génocide. Sur I24 News, on appelait à envoyer une bombe nucléaire sur Gaza avec des propos inimaginables de violence, de je m'en fous complètement des 2 millions de Gazaouis, ils sont tous complices du Hamas, qui crèvent, etc. Voilà. Et ensuite, on a tout ce qui est les médias, je vais commencer par les plus méchants, disons, les CNews, BFM TV, LCI, etc., où là, vous aviez les porte-paroles d'Israël en continu, tout le temps. Le porte-parole militaire de l'armée francophone de l'armée israélienne, Olivier Ravovitz, qui était sur tous les plateaux, tout le temps, sans contradiction, avec des présentateurs qui lui donnaient du « mon colonel », elle à plat ventrisme total, il pouvait dérouler son discours autant qu'il voulait, il n'y avait aucun problème, aucune contradiction. Il a dit, je ne sais plus si c'était sur BFM ou LCI, je crois que c'était sur BFM, les Arabes ne comprennent que la force, alors on va leur parler le langage qu'ils comprennent, sans que le présentateur ne s'en offusque. Pour nous, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable d'entendre une chose pareille aujourd'hui, 2023, 2024, 2025. Ça, c'est ce que disaient les premiers colons en Algérie. Les Arabes ne comprennent que la force. On en est encore là et ça passe et ce n'est pas condamné, ce n'est pas poursuivi, il ne se passe rien. Et ce monsieur est en permanence invité sur les plateaux télé. L'ambassadeur, bien sûr, d'Israël en continu. Et puis tous les... Ça va ?
tous les représentants de ce qu'on appelle la Hasbara israélienne. La Hasbara, ça parle à tout le monde. Propagande. C'est la propagande israélienne. Vous savez, en Israël, ils ont un nom pour tout. Ils ont un nom pour leur armée, ils ont un nom pour leur assemblée nationale, ils ont un nom pour leur propagande. Et ça s'appelle la Hasbara, ça veut dire explication. En hébreu, ça s'écrit H-A-S-B-A-R-A. Et alors, les relais de la Hasbara ici, c'est toute l'équipe de francs-tireurs et du printemps républicain, avec Caroline Fourest, avec Raphaël Enthoven, avec toute l'équipe de Conspiracy Watch, qui est très proche, avec les Sophia Aram, etc. Tout ce système tentaculaire qui est omniprésent dans les médias, des gens qui font tous partie du même cercle, et qui répètent à l'envi que c'est une guerre légitime. Voilà, c'est ça qu'on nous a présenté. C'est une guerre légitime. Israël a le droit de se défendre aussi, ça faisait partie des mantras. Sans arrêt, Israël a le droit de se défendre, sans que jamais aucun journaliste ne questionne cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire, Israël a le droit de se défendre ? À plusieurs égards, elle est questionnable, cette phrase, puisque Israël a le droit de se défendre, c'est basé sur quoi ? Eh bien, c'est basé sur absolument rien. Israël n'a pas le droit de se défendre, ce n'est écrit nulle part, contre une menace émanant d'un territoire qu'Israël occupe. Donc, en fait, Israël n'aurait pas dû mettre une bombe à Gaza. Il n'y aurait pas dû y avoir un seul mort à Gaza. Israël aurait dû s'arrêter net le 7 octobre si ça avait été un État digne et signer, reconnaître l'échec de sa politique coloniale et sa politique d'occupation le 7 octobre. Tout aurait dû s'arrêter s'ils avaient été des gens dignes et qui veulent quelque chose de positif dans cette région du monde. Ils auraient dû s'arrêter et dire, bon, on a échoué, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là, stop, d'accord ? C'est pas du tout ce qui s'est passé, évidemment, parce que c'est Israël, parce que si ça n'aurait pas pu se passer, parce que c'est Israël, et que Israël, ce n'est que violence, colonisation, occupation, nettoyage ethnique, extermination, génocide. Voilà, c'est ça le projet. Comme tous les projets coloniaux, hein. Si on les arrête pas de l'extérieur, ils ne s'arrêtent pas. Et donc, Israël n'a pas le droit de se défendre contre une menace émanant d'un territoire qu'Israël occupe, et personne s'est venu à l'idée d'aucun journaliste de dire qu'est-ce que tu entends par Israël se défend, c'est-à-dire Israël se défend en tuant 86% de civils et 40% d'enfants parmi les victimes. C'est quoi Israël se défend en fait? À quel moment tu peux m'expliquer que ça veut dire Israël se défend? En une semaine à Gaza, il y a eu plus d'enfants assassinés par Israël que dans toute la guerre en Ukraine jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Depuis 3 ans de guerre en Ukraine. Et bientôt 4 ans. Voilà. Donc, en une semaine, il y avait plus d'enfants tués qu'en Ukraine. Personne pour poser cette question. Et puis, surtout, les Palestiniens ont-ils le droit de se défendre? Et là, oui, c'est écrit quelque part. Donc déjà, il n'y a eu personne pour dire les Palestiniens ont le droit de se défendre. Et là, oui, par contre, c'est écrit, résolution de l'ONU de 1982, où c'est écrit que les Palestiniens ont le droit à la résistance sous toutes ses formes, y compris la lutte armée, c'est écrit noir sur blanc, sur une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 1982, c'est dans le livre. Donc ça, personne pour le dire. Bien sûr, alors ce droit de se défendre, il ne s'agit pas d'aller kidnapper des gosses, hein, il s'agit de se défendre en attaquant les institutions coloniales, quoi, bien sûr. Mais les Palestiniens ont le droit à la légitime défense, et ça aurait dû être rappelé et re-rappelé. Et Israël a droit à une seule chose, comme a dit la rapporteure spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese. Israël a le droit de dégager de la Palestine, c'est ça qu'ils ont le droit de faire, c'est tout. Donc voilà, donc moi je me suis un peu attelée à ça, un peu informée sur les réseaux sociaux, parce que j'avais pas de médias attitrés, je ne travaillais plus pour un média qui faisait de l'actualité chaude, donc j'ai écrit des articles. J'ai écrit notamment un article sur l'Amérique latine et la Palestine pour Le Monde diplomatique, j'ai écrit sur ce qui se passait là-bas pour Orient 21, et puis j'ai écrit surtout beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je rongeais mon frein et j'étais au bout de ma vie. Et comme beaucoup, j'ai été extrêmement traumatisée de voir ce génocide en direct tous les jours avec des images épouvantables. Chaque jour, des nouvelles inimaginables, des massacres inimaginables. L'écroulement de tout ce qui faisait vie à Gaza. Le bombardement des écoles, des hôpitaux, l'écroulement des hôpitaux du système sanitaire, etc. Voilà.
tout ce que vous savez certainement. J'ai compris, bon moi je suis ce qui se passe en Palestine depuis longtemps, donc depuis le début des années 2000 au moins de manière vraiment rigoureuse disons. Il y a eu un événement où je me suis dit, bon là, la société israélienne a basculé, c'est terminé, on ne les récupérera plus. Je vois passer en arabe une information comme quoi 100 médecins israéliens ont signé une pétition, donc médecins civils, médaillés avec des prix pour le Covid, des pédiatres, des gynécologues, des gens voilà, de la société civile israélienne qui ont signé une lettre demandant à l'armée israélienne de bombarder les hôpitaux de Gaza. Là, je vois ça, je me dis non, quand même, on n'en est pas, c'est pas possible. Donc je mets en doute, je me dis mais c'est quoi cette journaliste arabe, je suis pas sûre, machin. Je vois le truc en hébreu parce qu'elle met la capture d'écran en hébreu. C'est une capture d'écran donc je peux pas faire la traduction toute seule, je comprends pas l'hébreu. J'écris à Ronnie Broman de MSF et je lui dis est-ce que tu as vu ça passer, etc. Et pendant 3 jours on se renseigne et effectivement oui, cette lettre existe. Et là je me dis bon, ça va être encore plus compliqué que ce que je croyais, parce que là, ils disent que bombarder, les blessés, les patients, ils ont qu'à pas être là. Voilà. Si le Hamas a fait de ces hôpitaux des nids de terrorisme, vous savez bien sûr, c'est ça le grand prétexte pour bombarder les hôpitaux, c'est qu'il y a le Hamas dedans, ce qui n'a jamais été prouvé. Mais allez-y. Bon, voilà. Donc là, je comprends que bon, la société israélienne, là, jusqu'à aujourd'hui, on l'a perdu. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à part une extrême minorité extrêmement courageuse à laquelle je rends longuement hommage dans le livre, antisioniste, anticolonialiste. Mais alors, franchement, on pourrait presque les compter sur les doigts d'une main. J'ai l'impression de tous les connaître. Quand je les vois en manif, je revois toujours les mêmes têtes. Extrêmement courageux. Mais à part ça, majorité de la société israélienne extrêmement radicalisée. Depuis le 7 octobre, n'en parlons pas. Et ensuite, un événement se passe à Gaza, horrible, qui me traumatise, qui me fait presque disjoncter intérieurement. Ils ont abandonné des bébés en couveuse dans un hôpital vidé de force. Ils savaient qu'ils étaient là, ils étaient vivants, et ils les ont laissés. En promettant au côté palestinien, au directeur de l'hôpital palestinien, qu'ils allaient s'occuper de ces bébés, parce qu'ils étaient intransportables. En fait, le personnel de l'hôpital ne pouvait pas les emmener. Ces bébés n'étaient pas transportables dans les conditions catastrophiques dans lesquelles l'hôpital a été forcé d'évacuer en 2 heures. Donc ils ont laissé 5 bébés en faisant promettre au Kogat israélien. Donc le Kogat, c'est l'organisation qui gère les territoires palestiniens, enfin, une frange de l'armée israélienne. Et ils ont abandonné ces bébés, ils les ont laissés mourir. Ils ont été découverts 2 semaines plus tard par un journaliste en état de décomposition sur leur ligne. Donc là, moi, ça a été très très dur. Cet événement en particulier, il y en a eu plein, mais celui-là en particulier a été très très dur pour moi à avaler. Et j'ai vu un journaliste palestino-états-unien à la Maison-Blanche poser la question au porte-parole de la Maison-Blanche, Matthew Miller, sur cet événement. Et donc il pose la question, il raconte l'histoire de ces bébés, et il pose la question, et Matthew Miller, donc cynique, prend quand même la peine, pendant quelques minutes, de dire c'est terrible pour ces bébés, pour leurs familles, pour le peuple palestinien et pour le monde entier. Voilà, c'est horrible, mais c'est de la faute du Hamas qui, voilà, bon, comme d'habitude. Mais il prend la peine. Et là, moi, je me dis, bon, pourquoi il n'y a aucun journaliste ici pour aller poser la question au porte-parole du gouvernement français sur ça? Ben, j'ai dit, moi, je vais le faire. Et je me renseigne pour savoir, est-ce que je peux le faire, en fait, puisque je n'appartiens pas à aucune rédaction, etc. Et en fait, j'ai une carte de presse, et je peux le faire. Donc, très rapidement, je comprends que je peux accéder aux conférences de presse du porte-parole du gouvernement à l'Élysée. À l'époque, c'était Olivier Véran. Vous vous souvenez d'Olivier Véran? Ministre de la Santé pendant le Covid, etc. On a de la mémoire. Médecin, donc. Élément important dans cette histoire que je viens de vous raconter. Donc, rapidement, j'arrive à me faire accréditer. Je vous passe le détail. J'arrive à l'Élysée le premier jour et je me lève et je pose la question. Je raconte l'histoire de ces bébés. Et à la fin de ma prise de parole de 1 minute 30 environ, parce qu'il fallait le temps de raconter l'histoire, comme ça, rapidement, comme je viens de vous la raconter, et je lui dis, est-ce que vous comptez demander une enquête internationale sur ce qui est très probablement un crime de guerre, voire un crime contre l'humanité?
Et là, il me regarde. Donc Olivier Véran me regarde et me sourit, alors que je viens de lui raconter cette histoire atroce. Et il me dit, j'ai entendu votre question. Et il fait comme ça avec ses doigts. Et après, il me dit, oui, la France fait le nécessaire. Et il me parle pas de cette histoire. Même, il prend même pas la peine, comme le porte-parole de la Maison-Blanche, de, au moins en tant que médecin en plus, exprimer quelque chose qui relève de l'émotion, en fait. Même, vas-y, au moins sois hypocrite. Non, même pas. L'indifférence totale, le sourire, le cynisme le plus absolu. Bon, j'ai eu un peu de mal avec ce jour-là. En plus, moi, c'était mon premier jour, j'arrivais à l'Élysée, c'était un peu impressionnant, c'est pas trop mon monde. Et là, après, j'ai eu donc une expérience très longue à l'Élysée où j'allais chaque semaine. Il m'a revu chaque semaine. Bon, lui, il n'a pas duré longtemps. Après, ça a été Prisca Thévenot. Et d'autres après. Et puis, je suis allée aussi au quai de... Alors, parce qu'à l'Élysée, ils en avaient rapidement assez de moi. Ils m'ont dit, vous voulez pas aller au quai d'Orsay? C'est là-bas que ça se passe pour la Palestine, etc. Donc, j'ai dit, bah, je vais y aller aussi, mais je continuerai à venir ici aussi. Et donc, j'avais rien à faire. Ils m'avaient mis au chômage et moi, j'étais en train de péter les plombs sur Gaza. Donc, je suis allée faire mon travail, ce que j'estimais de mon travail, c'est-à-dire montrer les failles de la communication politique macronienne concernant la Palestine. Notamment, par exemple, en allant demander cette question très simple, mais pourquoi vous condamnez là? Parce qu'ils commençaient à condamner, parce qu'au début, ils ne condamnaient rien du tout. Mais après, c'était la France condamne, vous savez. Là, on a toutes les semaines, la France condamne les frappes condamne, la France condamne. C'est devenu une blague presque. La France condamne. Et donc je dis, vous condamnez, mais pourquoi vous mettez pas des sanctions contre Israël, contre le gouvernement israélien? Vous avez des sanctions extrêmement dures contre le Venezuela depuis 2017, depuis la première année où Macron est au pouvoir. Est-ce que vous estimez que la situation des droits de l'homme est plus détériorée au Venezuela qu'à Gaza? Bon, évidemment, j'avais jamais de réponse à cette question. Donc voilà, donc j'ai fait ça, et pendant plusieurs mois, j'ai fait ça, en faisant... après, soit il y avait des gens qui reprenaient les vidéos et qui les postaient de mes échanges, et ça a plu aux gens beaucoup, et donc à la proche de l'éditeur qui est venu me dire, est-ce que tu veux écrire un livre? Et c'est comme ça que ce livre est né, et donc j'ai décidé de faire un recensement, parce que c'était tellement pas dans les médias ce qui se passait à Gaza, et moi je voyais de par les journalistes palestiniens qui ont été totalement méprisés ici, un naufrage médiatique ici total, c'est-à-dire on a assisté à l'absence de Gaza. Il pouvait se passer 3 semaines durant lesquelles chaque 10 minutes un enfant palestinien était tué ou blessé, chaque 10 minutes. Sans arrêt, pendant des mois, un enfant palestinien était tué ou blessé. Ce n'était pas une information pour les médias français. Il n'existait pas. Ces enfants n'existaient pas. Le peuple palestinien n'existe pas. On pouvait avoir, Arrêt sur Image a fait des enquêtes en 2023-2024 pour avoir 3 semaines pendant lesquelles, sur tous les journaux TF1, France 2, France 3, vous aviez en tout et pour tout 5 minutes sur Gaza pendant 3 semaines. Voilà, donc on a assisté à une désinformation du peuple français, c'est quand même grave, parce que si c'est ça, le problème est un problème aussi de rétablissement des faits, rétablissement de la chronologie des faits, et si les gens étaient correctement informés de ce qui se passe, de l'histoire, de l'histoire de la Palestine comme elle nous a été rappelée, et des faits, ne serait-ce que de voir ça, de voir la montagne de cadavres, la montagne de ruines qui est devenue Gaza. Si les gens avaient vu ça chaque jour, comme ça aurait dû l'être, parce que ce n'est pas une information secondaire, un bout de territoire qui était déjà une prison à ciel ouvert, se faire détruire, exterminer comme ça, ce n'est pas une information. Donc moi je voulais consigner tout ça, que ce ne soit pas oublié. Je pense que c'est un des... Je suis pas sûre qu'il y ait un autre livre qui ait fait ça, même dans d'autres langues, je veux dire en français, je suis sûre qu'il n'y en a pas, mais je suis pas sûre que quelqu'un a fait ça, c'est-à-dire vraiment... lister pratiquement tous les... Pas tous, c'est pas possible par contre. Hein, je ne pouvais pas... comme m'a dit l'éditeur, tu fais pas un dossier pour la Cour internationale de justice. Ça, les juristes se chargent de le faire. Mais j'ai essayé un peu de redonner, en tout cas l'ambiance dans laquelle nous, qui nous intéressons aux animaux humains palestiniens, comment on voit les choses, comment on a vécu les choses de l'intérieur. Vraiment, moi j'ai l'impression d'avoir vécu de l'intérieur, quoi. Parce que j'étais à Gaza dans ma tête. Je ne pouvais pas être ailleurs, en fait. Je le dis d'ailleurs à un moment dans le livre, tout
tout était Gaza en fait. Je mangeais, je pensais aux Palestiniens qui n'avaient plus rien à manger. J'ouvrais le robinet, j'avais de l'eau. Je me disais, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont plus d'eau, ils sont en train de boire de l'eau souillée en fait. Il va y avoir des séquelles sur des générations de ce qu'ont vécu les Palestiniens. Voilà, je vois mon fils, je vois forcément toutes les images horribles que je vois des enfants de Gaza. Voilà, ça a été. Il y a de quoi être extrêmement en colère contre le système médiatique occidental. Moi, je le suis. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter. Non, c'est ouais, Ça va. voilà. Donc on va pouvoir passer aux questions si on a, échanger. Moi j'aurais une question, je commence. Hein. Oui. Bon. La saison est coutumière hein, du fait, c'est-à-dire que Macron, nous on l'appelle le prince des mots tordus parce qu'il déforme le langage. Là aussi il y a une déformation du langage par Israël qui est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que antisioniste est devenu antisémite, par exemple. Hein, bon, ce n'est qu'un exemple. J'ai une question sur... Donc, comment des journalistes... Enfin bon, on donne la carte de journaliste... Enfin bon, il faudra revoir ça. Comment des gens peuvent se laisser... des journalistes qui sont... Enfin, qui sont supposés peser les mots, les connaître, s'en servir. Comment ils peuvent Connaître accepter... le terrain aussi, ils connaissent le terrain. Oui. Pour beaucoup. Comment ils peuvent accepter la déformation des mots et des concepts. Ouais. Ça, c'est la première chose. On a dit beaucoup après le 7 octobre. Enfin, moi, je l'ai lu plusieurs fois. Hein, alors, je ne sais pas si tu as pu avoir des informations là-dessus, comment tu vois ça. On a dit qu'il y avait une concomitance bizarre entre l'entrée du Hamas et le fait que l'armée israélienne avait été un petit peu éloignée d'où est rentré le Hamas. Autrement dit, ça laisse supposer qu'il y aurait une complicité active du régime de Netanyahou. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Je peux parler là-dessus. Et la troisième et dernière chose, moi, ça m'interroge quand on parle de civils israéliens. Alors pourquoi ça m'interroge? Parce que par définition, il n'y a pas de civils en Israël. C'est un peuple en armes, avec des périodes militaires régulières, enfin bon, ainsi de suite. Il n'y a pas un Israélien ou une Israélienne, hein, on s'entend bien, puisque c'est les deux que ça, qui n'ait pas fait des périodes militaires, qui n'ait pas servi. Donc moi, ça m'interroge quand on parle de civils israéliens. Ouais. On va répondre. Voilà. Ok. Merci pour tes questions. Peut-être. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et il y a deux personnes qui veulent Ouais. intervenir. Alors, vous viendrez là? Je prends des notes. Vous viendrez là? C'est pour les micros. Comme tout à l'heure, pour les micros, ouais, s'il vous plaît. Vas-y, viens là, viens. Ouais. Jusque-là, voilà. Ouais. Je la pose maintenant, enfin. Oui, 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 oui. C'est un peu bizarre. Genre, c'est comme à l'école, tu vois, Ouais, la c'est ça. récitation. Donc d'abord merci pour ce travail de recherche de vérité. Merci. Et puis voilà, j'ai trouvé que le livre que j'ai pas tout à fait terminé, il a vraiment une fonction, une valeur pédagogique, une valeur politique importante et autour d'un travail hyper sérieux, hyper rigoureux sur les faits, sur la chronologie des faits, puis ensuite sur le traitement des faits et avec une analyse critique, mais hyper argumentée des sources. Et puis la perspective, il y a une mise à perspective des limites, des blocages, des contradictions des institutions internationales, la Cour de justice, etc. Donc vraiment, il est d'une... Voilà, pour moi, il est essentiel quoi, dans le moment dans lequel on... Ma question, enfin c'est pas vraiment une question, c'est qu'il y a quelque chose qui me... Dans le livre que j'ai pas terminé, il y a une mise en abîme du carnage qui est fait auprès des enfants. Que j'ai ressenti donc à travers, je suis à peu près au 2 tiers quoi. Donc ma question, est-ce que vous avez des éléments
des notes, des sources qui viendraient attester qu'il y a réellement donc une volonté de détruire particulièrement cette catégorie de la population. Ah. Mhm. Merci. Oui. Vas-y. Oui. C'était une question toute simple. Oui. Je voulais savoir un petit peu comment tu t'étais renseigné, puisque tu n'as pas pu aller là-bas, j'imagine. Non. Comment tu as travaillé, Ouais, comment bien tu sûr. as recherché Ouais. tes sources, Mhm. etc. Merci. Ouais, bien sûr. Bon. Ah, Une dernière. ouais. C'est une remarque question. L'unanimité médiatique, l'unanimité médiatique délirante un peu, qui s'est voulu hégémonique, c'est-à-dire qui a voulu imposer une parole officielle qui ne tolère pas qu'on la conteste. C'est vrai que c'était très impressionnant, mais c'est vrai aussi que c'est pas une nouveauté. Non. On l'a connu sur toute une série d'autres événements. Depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, ça ne cesse en réalité de prendre de l'ampleur et les occurrences se resserrent. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de sujets où l'unanimité politico-médiatique impose une vision de voir. La première guerre d'Irak, les manifs de 95, la Yougoslavie, la deuxième guerre d'Irak, moins à cause de la position chiracienne, etc. Oui. Mais par contre, depuis, j'en passe, hein, bien sûr, ça a été très spectaculaire sur les Gilets jaunes, ça a été très spectaculaire sur la Covid, ça a été très spectaculaire sur l'Ukraine, et c'est très spectaculaire sur le génocide à Gaza. Ouais. Donc ça vient au bout d'une série. Ouais. Mais par contre, ça nous dit un petit peu la vérité de jusqu'où ça va, en fait. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de limite à cette unanimité politico-médiatique quand il s'agit d'en avoir une, puisque désormais le pli est pris. Hein. C'est pour ça que tu demandais comment un journaliste, comment dire... C'est un peu naïf comme question. Non, mais je sais que tu n'es pas naïf. Mais je vais dire, le système est désormais comme ça. Ouais. Et on sait que désormais, pour être un journaliste ayant pignon sur rue, et non pas étant mis dans un placard alternatif qui survit ou qui ne survit pas, eh bien, quand il y a ces moments d'unanimité, on doit en passer par là. Et si on n'en passe pas par là, eh ben on n'est plus journaliste dans le camp de ceux qui ont pignon sur rue. Voilà. En fait. On devient alter-journaliste, Ouais, c'est ça. mais on n'est plus journaliste dans le sens qui était entendu avant ces moments d'unanimité, c'est-à-dire il faut remonter jusqu'aux années 80 presque, donc, et qui était déjà pas terrible. Mais je dis pas ça pour diminuer le scandale de cette unanimité-là, Oui. parce qu'il y a quand même un point particulier, c'est comme il y avait il y en avait qui me faisaient remarquer, mais bon, bien sûr, oui, il y a des morts à Gaza, c'est scandaleux, mais il y en a plein au Congo, il y en a plein, etc., et on n'en parle pas non plus, l'argument, c'est pas que c'est pas pareil, je veux dire, tous les morts se valent, mais ce qui n'est pas pareil, c'est qu'il n'y a pas... c'est un événement historique. Et pourquoi c'est un événement historique? Pas parce qu'il y a des morts, hélas, c'est tous les jours ça. C'est un événement historique parce que c'est la première fois qu'on essaye de supprimer un peuple physiquement, de faire une épuration ethnique qui vise les populations civiles directement et qui n'a pas de limite pour essayer soit de les évacuer, soit de les supprimer. Et qui le fait devant tout le monde. Oui, les nazis se planquaient. Voilà. au moins. Et qui le fait devant sa propre population qui soutient, qui voire même achète des billets pour aller voir le spectacle. Et ça, on l'a jamais vu. On l'a jamais vu. C'est inédit. Donc, quand il y a des événements historiques, et quand on est journaliste, de cette ampleur-là,
de cette gravité-là, soit on rend sa carte de presse, soit on fait le boulot. Donc, je suis d'accord pour dire que cet événement est scandaleux et tout à fait étrange et tout à fait relevé, quand bien même, donc c'était juste ça quand même ma remarque, quand bien même ça vient au bout d'une série gravissime en elle-même, d'unanimité politico-médiatique, qu'on n'aurait jamais dû accepter pour le premier événement comme jusqu'au dernier. Il ne peut pas y avoir d'unanimité politico-médiatique. Sinon, il n'y a pas de politique et il n'y a pas de médias. C'est un peu comme la science. Le consensus scientifique, c'est un oxymore. Et le consensus politico-médiatique, c'est un oxymore aussi. Donc on ne peut pas l'accepter, en fait. C'est pas acceptable. Et quel que soit le sujet. Merci. Ok. Merci pour toutes ces questions et remarques très intéressantes. Alors, sur le sens des mots et le pourquoi Israël arrive à imposer son narratif et son vocabulaire, c'est vrai que ça a été très impressionnant, surtout après le 7 octobre. Et ensuite, voilà. Tu as donné comme exemple antisionisme égale antisémitisme, et ça passe, et il n'y a pas de journaliste pour questionner ça. En fait, moi, moi, je viens avec mon regard, en fait, qui vient d'Algérie, d'un pays des non-alignés, d'une culture de gauche. Donc moi, je suis étrangère à toute forme de... Pas étrangère, c'est insensible totalement à toute forme de pression sur moi, sur chantage à l'antisémitisme, tout ça. Mais j'ai constaté que ça marche. J'ai pu constater que, par contre, c'est une réalité ici avec laquelle il faut sur laquelle il faut qu'on travaille, parce qu'il y a une réelle culpabilité vis-à-vis de ce qui a été fait aux Juifs en Europe par des Européens. Moi, effectivement, je me sens moins concernée. Moi, je viens d'un pays où qui n'a pas fait ça aux Juifs. Donc, moi, les Palestiniens, pareil. Donc, en fait, moi, je me place d'un point de vue palestinien et je n'ai pas ce problème, en fait. Par contre, ici, ce problème est réel, est une réalité palpable, et les gens sont terrifiés d'être traités d'antisémites, ce qui peut se comprendre, bien sûr. Mais ils n'ont pas la force, parfois pas l'énergie, parfois pas l'envie, de se battre pour convaincre qu'ils ne sont pas antisémites et donc être mis au banc de la société. C'est-à-dire que si vous êtes estampillé antisémite, vous êtes fini. C'est terminé en tant que journaliste. Et je sais que, par exemple, il y a eu des cellules psychologiques dans des grandes rédactions qui ont été mises en place parce que les journalistes étaient terrifiés de parler de ce qui se passait à Gaza et d'être traités d'antisémites. Il y a eu des cellules psychologiques, de l'assistance psychologique qui a été mise en place tellement les gens étaient terrifiés. Et ça, c'est un réel problème qui montre le niveau d'amalgame, justement, qu'il y a. Et puis, si ils se mettaient vous remarquez que le mot sionisme est très peu utilisé, quand même, dans les médias. C'est pas pour rien. Parce que si on se mettait à aller au bout du raisonnement pour expliquer quelle est la différence, c'est-à-dire que l'antisémitisme, c'est détester les juifs pour ce qu'ils sont, pour leurs croyances, pour leur identité, en fait. Et l'antisionisme, c'est contre une idéologie qui emploie le judaïsme et l'instrumentalisme à des fins coloniales qui servent l'État d'Israël. C'est simple, en fait. Et qui met en danger les juifs. Et qui, bien sûr, selon beaucoup de juifs antisionistes, mettent en danger les juifs et les stigmatisent. Ça, Enfin, moi, je suis très au clair avec ça. Mais quelqu'un qui n'est pas... qui non seulement est terrifié d'être traité d'antisémite et qui voudrait aller au bout du raisonnement, en fait, il faudrait aller au bout du bout, c'est-à-dire critiquer le sionisme pour ce qu'il est, une idéologie coloniale, expansionniste. Et donc, ça renverrait à ce que vous disiez tout à l'heure, à l'histoire de un État, deux États, etc. On fait quoi, en fait? Parce que soit on est antisioniste comme moi, c'est-à-dire on pense que c'est une idéologie coloniale qui n'a servi qu'à coloniser la Palestine, et que, en tout cas, moi je m'en fous. On me dit des fois, non, mais le sionisme à l'époque, la gauche, les kibboutz, etc. Non. Tout ça, c'est construit sur le dos des Palestiniens. Stop. Il n'y a rien de positif au sionisme du point de vue palestinien. D'accord? Et c'est ça qui compte. C'est-à-dire que en Palestine, une nation, l'Angleterre, a donné à une autre, les sionistes, la terre d'une troisième, qui n'avait rien à voir dans la semoule. Et donc,
voilà, c'est une injustice fondamentale. Donc il faudrait aller au bout de l'injustice et oui, remettre en question l'État d'Israël tel qu'on le connaît depuis 1948. Donc tu disais tout à l'heure, Patrick, je ne sais pas si on se tutoie, oui, Israël existe, oui, d'ailleurs Francesca Albanese, on lui a posé la question, êtes-vous contre la création, l'existence d'Israël? Elle dit, mais Israël existe. Donc maintenant, après elle développe très bien, je vais pas trahir ses mots, mais je ne sais plus comment elle dit ça, bon. Mais moi, en fait, Israël existe, comme a dit le monsieur ici. L'Algérie française aussi existe, c'est exactement la première réflexion qui me vient moi aussi, en fait. Elle existait aussi, et puis elle a cessé d'exister parce que c'était une injustice fondamentale. Et là, donc, dès que vous dites ça, on vous dit « Ah ouais, tu veux faire un autre génocide et tu veux réparer une injustice par une autre injustice. » Je suis justement en pleine réflexion là-dessus pour essayer d'essayer de convaincre là-dessus, parce que je suis en train d'écrire un deuxième livre, en fait, pour ne rien vous cacher, qui sort en février, je dois le rendre bientôt d'ailleurs, il faut que je travaille, qui va s'appeler Palestine, le droit à l'existence, et dans lequel justement je questionne ça, parce que Ronnie Broman, qui est un ami, dit ça aussi, on ne va pas réparer un nettoyage ethnique par un autre nettoyage ethnique, etc. Moi j'ai envie de vous dire, les modalités diffèrent totalement. Il ne s'agit pas de mettre les juifs à la mer, comme en Algérie en fait. En Algérie, on nous dit aujourd'hui qu'on a dit la valise ou le cercueil, tout le monde dégage, c'est faux, ça n'a pas existé ça. Ça n'a pas existé. Ça, c'est l'OAS, sa propagande, etc. C'est les Français qui ont pris le parti de l'Algérie et de l'indépendance de l'Algérie, sont restés. Ils sont restés. Moi, j'ai grandi, il y avait des Français en Algérie. Beaucoup. Ensuite, beaucoup sont partis parce que c'était des colons. Ils ne pouvaient pas supporter de vivre à égalité avec des indigènes qu'ils exploitaient depuis un siècle et demi. Donc ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. C'est pas possible, en fait. Et beaucoup sont venus. Des dizaines de milliers de Français sont venus immédiatement après 62. Immédiatement, en coopérant. Des profs, des ingénieurs, etc. Les pieds rouges, qu'on a les communistes, etc. Donc, bon, c'est du n'importe quoi, ça. Ça, c'est du n'importe quoi pour moi. Il n'y a pas de haine entre les peuples, en fait. Pourtant, le niveau de haine pouvait être vraiment élevé en Algérie, vu la guerre, vu l'OAS, etc. Mais, bon, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas celui qui avait pas été, en tout cas, lié aux crimes coloniaux français, n'était pas considéré comme un... Enfin, il n'y avait pas de racisme anti-français ou de stigmatisation anti-français parce que français. C'était celui qui avait été impliqué. Là, par contre, oui, je ne veux pas de quartier, mais celui qui n'était pas impliqué, c'était pas voilà. Donc, moi, à l'issue de ça, en fait, tant que ça finit pas dans un bain de sang, moi, je souhaite de tout mon cœur que ça ne finisse pas dans un bain de sang en Palestine, vraiment. Et le niveau de haine, bon, là, c'est... face à un génocide, là, de mon point de vue, je ne sais pas si c'est parce que je le vis, mais ça me paraît beaucoup plus lourd que ce qui s'est passé même en Algérie, où il y a eu des centaines de milliers de morts. Mais là, c'est chaud. Là, c'est chaud parce que c'est quand même à un niveau intense depuis 1948 tous les jours. C'est-à-dire que quand tu nais palestinien en Palestine, tu n'as pas de vie normale. Tu n'as pas de vie normale. Tout est un problème. Te déplacer d'un kilomètre, boire de l'eau, trouver de l'eau potable, tout est un problème, tout est entravé par la colonisation, sans parler même du génocide, là. Mais alors là, avec ce génocide, bon, voilà, je me dis, comme a dit Patrick, c'est aux Palestiniens de décider des modalités. Voilà, de un État, deux États, etc. Donc certains me disent, non, je connais des Palestiniens, ils me disent... c'est mieux quand même deux États parce que est-ce que toi, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, tu aurais voulu vivre avec les Allemands? Il vaut mieux avoir deux États. Moi, j'ai jamais entendu de Palestinien dire ça. Ok, peut-être. Mais moi, je pense qu'il y a une injustice fondamentale. Bon, après, on va peut-être pas partir dans la discussion un État, deux États. Mais moi, je suis pour la libération En fait, je suis pour l'autodétermination des Palestiniens et leur droit à disposer d'eux-mêmes du fleuve Jourdain à la mer Méditerranée. Voilà, c'est tout. Après, les modalités, ça sera à eux de les décider. Voilà, je pense que tous ceux qui ont été actifs d'une manière ou d'une autre dans l'oppression des Palestiniens doivent être jugés ou partir. Je suis désolée, ce n'est pas leur terre. La terre, c'est la terre des Palestiniens. C'est une terre qu'ils sont venus coloniser. Il y a des dates, hein, ils sont venus à telle date. Il y a l'ALIA, c'est quoi l'ALIA si ce n'est un processus colonial? Je veux dire,
À part la minorité juive qui était là dès le départ, qui elle est autochtone comme les autres, mais la plupart c'est des migrants en fait, des migrants colons, c'est pas des migrants tout court, c'est des migrants colons qui viennent dans un... C'est des Polonais. Non, Non, mais une grande partie vient du monde arabe aussi. Hein. Oui, Oui, mais il y oui. a une grande partie qui vient d'Europe. Oui, bien sûr. Bon. En tout cas, c'est un projet colonial européen. Maintenant, Voilà. le peuplement, il y a beaucoup d'Arabes juifs, en fait, qui viennent du Yémen, d'Irak, Oui. et puis de Perse. Pas beaucoup, parce que les Iraniens, il y a une communauté juive qui est encore là, en fait, en Iran. Elle y est Mais toujours. elle est, ouais. Mais Irak, Et elle est voilà. souvent antisioniste. Oui, sûrement. En Iran, enfin, moi, ce En que je Iran, il connais. vaut mieux. Hein. Oui, c'est conseillé. Et voilà, donc je sais pas si ça répond à ta question. C'est-à-dire que le sens des mots, s'il fallait se battre sur le sens des mots et le narratif israélien, ça demanderait du courage, ça demanderait un engagement qui fait que, comme a dit le camarade, bah, tu te serais mis à la marge. Donc en fait, ta carrière, tu dois décider qu'est-ce que tu veux. Voilà, moi j'ai décidé. Sur le 7 octobre et les complicités du gouvernement israélien dans le 7 octobre, ça, on ne peut pas l'affirmer pour le moment. Mais, il y a un mais à ça. Parce que tu as raison, il y a un grand problème de mobilisation de l'armée israélienne entre 6h du matin et je ne sais quelle heure de la matinée où ils n'ont rien fait pratiquement. D'accord ? Ils ont les mecs du Hamas, ils s'ennuyaient à la fin en fait. Ils ne savaient plus quoi faire parce qu'en fait l'objectif était d'aller sur les bases militaires, de tuer et de kidnapper un maximum de militaires et de revenir. Sauf que là, ils ont vu Open Bar, donc ils sont rentrés, ils ont trouvé le festival Nova, c'est là qu'ils ont tué les jeunes, les kibbutz, etc. Ça, tout ça, je crois, c'était pas prévu dans le plan initial. Et effectivement, l'armée israélienne a mis très longtemps à réagir. Et en fait, évidemment, je veux dire, les Israéliens, plus grand service de renseignement au monde, pratiquement, avec la CIA, ils étaient informés du plan du Hamas. Ça, il n'y a pas de doute, en fait. Il y a même des preuves, c'est passé dans le New York Times, même sur LCI. Ça s'appelle le plan du mur de Jéricho. Ils savaient tout ce qu'ils avaient prévu, le Hamas, d'accord ? Donc, ils savaient tout, même les parapentes, tout le mode opératoire. De toute façon, il n'y a rien qui se passe à Gaza, il n'y a pas une mouche qui vole à Gaza sans qu'Israël soit au courant. Donc, en fait, Hamas, ils ne se cachaient pas pour les entraînements. Ils ne se sont pas entraînés en Nouvelle-Zélande, hein, ils se sont entraînés là. Donc, ils ont vu qu'il se passait quelque chose. Ils ont laissé faire, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'ils savaient la date ? On n'a pas de preuve. Il doit y avoir une enquête. Cette enquête est refusée par Israël, par le gouvernement israélien, par la Knesset et par la société israélienne tant que la guerre n'était pas finie, soi-disant. Le génocide n'était pas fini. Parce que comme ça, ils peuvent continuer la Oui, guerre. ça finit jamais. On verra après, on verra après. On verra après, on apprendra après tout ce qu'on a fait. Entre parenthèses, le Hamas a demandé une enquête Oui, internationale. oui, bien sûr. Y compris sur les agissements du 7 octobre, Exactement. y compris sur ses propres agissements. Et il était prêt à condamner ceux qui avaient fait des crimes de guerre. Il s'engageait à Ouais. condamner ceux qui avaient fait des crimes de guerre à partir du moment où il y a une enquête internationale qu'il demandait de leur vœu et qui a été refusée par qui ? Par les Israéliens. Bah, c'est les Israéliens qui refusent l'enquête, Voilà. bien sûr. Même sur les viols, par exemple. Ils ont Oui. dit, à un moment donné, d'ailleurs, c'est arrivé assez tardivement, je le raconte dans le livre. C'est pas arrivé tout de suite. Pourquoi, on ne sait pas. Mais c'est arrivé genre fin novembre 2023. Quand même, 2 mois. Fin novembre 2023, Caroline Fourret, ça a commencé à dire il y a eu des viols de masse et systématiques. Le viol a été utilisé comme arme de guerre. Il n'y a pas le début d'une preuve qu'il y a eu des viols de masse, qu'il y a eu 1 viol, 2 viols, 3 viols, je ne sais pas. Ça, on ne peut pas dire. En fait, sans enquête internationale, encore une fois, Israël refuse une enquête internationale, mais il préfère de très loin dire des choses, puisque de toute façon, les médias régurgitent tout ce qu'ils racontent, donc tout va bien, en fait. New York Times a fait un article honteux, c'est une honte ce qu'ils ont fait, le New York Times, qui est le plus grand article, soi-disant, de preuves sur cette question, mais c'est très grave ce qu'ils ont fait, le New York Times. Ils ont pris le cas d'une femme, d'un couple qui a été tué au festival Nova. Son corps a été retrouvé, a été filmé allongé, je sais pas, les jambes écartées. Et ils ont interviewé la famille, etc., sur le meurtre, sur comment ça s'est passé. Donc c'est très, très, très émotionnel, c'est très touchant, cette famille, ces 2 parents, là, ce couple qui était... Du coup, les petits-enfants sont orphelins, le portrait des grands-parents. C'était très émouvant, je l'ai lu l'article. Et donc, c'est un article qui laisse entendre, pendant tout le long, que la femme du couple a été violée. Et en fait, à la publication de l'article, la famille qui avait accordé l'interview est tombée des nues. Et ils ont dit, mais non, elle n'a pas pu être violée, parce qu'entre le moment où elle nous a parlé la dernière fois
elle nous a envoyé un WhatsApp, et le moment où elle est morte, il s'est passé 4 minutes. Comment ils ont pu la violer en fait à ce moment-là? Ils sont rapides, hein. Voilà. Et donc non, la famille était... Non, c'est grave ce qui s'est passé avec... Et puis une des autrices de l'article du New York Times est une ancienne du service de renseignement israélien. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc en fait, Israël ne se fatigue pas à faire des enquêtes, ils n'ont pas besoin, puisqu'ils ont toute la Hasbara derrière, tous les médias derrière, dès qu'ils disent quelque chose, c'est pris au sérieux. Et il suffit juste de dire, Israël dit qu'il y a eu des viols de masse, etc. le 7 octobre, et que c'est bon, tout le monde a... Le gars qui travaille à l'usine, ou qui travaille, il n'a pas le temps. Il voit ça, il dit, ah oui, méchant le Hamas. Viol systématique, etc. Donc pareil sur le 7 octobre. Le 7 octobre, il est aujourd'hui officiel qu'une partie des victimes du 7 octobre a été tuée par Israël. Partie, on ne sait pas de combien, puisque comment ça s'appelle? Hannibal, la doctrine Hannibal. La directive Hannibal a été mise en place. La directive Hannibal, c'est un truc un peu secret, qui s'assume pas trop, en fait, où il s'agit d'éviter la prise d'otages. C'est ça. Et en fait, pour éviter la prise d'otages, tout est autorisé, y compris tuer les otages avec leurs ravisseurs. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Al Jazeera a fait une enquête qui démontre qu'au moins 18 Israéliens sont morts entre le moment où ils ont été kidnappés et le moment où... Enfin, ils sont jamais arrivés à Gaza. Ils ont bombardé. Vous avez vu le cimetière de voitures? Mais qui a fait ça, en fait? Le système... C'est incroyable le niveau d'arrogance d'Israël et d'outrecuidance d'Israël. C'est-à-dire ils ont fait un musée. Le musée du 7 octobre, c'est un cimetière de voitures calcinées. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Le Hamas avec leur lance-roquettes, là? C'est pas possible. C'est pas possible. Les armes qu'avaient les gens du Hamas ne pouvaient pas causer des dégâts à autant de voitures et les dégâts, les destructions dans les kibbutz, les trucs bombardés. Mais qui a bombardé? Donc combien de personnes sont mortes bombardées? Combien de personnes sont mortes sous le feu de l'armée israélienne? On saura quand il y aura une enquête. Voilà. Donc on ne peut pas dire, si vous voulez, pour être rigoureux, on ne peut pas dire que Netanyahou savait que le 7 octobre, machin, et donc il a enlevé les militaires, machin. Peut-être c'était juste parce que c'était Shabbat, je sais pas. Je sais pas. Moi, quand je sais pas, j'essaie de rester rigoureuse, on ne sait pas. Par contre, il savait que ce plan se préparait, ça c'est certain. La date, je ne sais pas. Tout ça devra être déterminé dans le cadre d'une enquête. Voilà. 7 octobre. Ensuite, tu m'as demandé, peut-on parler de civils israéliens? Tu as raison dans la mesure où toute personne de plus de 18 ans fait son service militaire obligatoire pendant 2 à 3 ans selon que tu es une femme ou un homme. Et tu es réserviste de l'armée israélienne. En permanence. En permanence. Donc si tu acceptes ce système, à part les rares courageux réfusniks, effectivement, tous sont potentiellement militaires jusqu'à la retraite. Donc il y a des civils, puisque les retraités ne sont plus des réservistes, et les enfants, les mineurs, donc il y a des civils. Les autres, tu peux ne pas les considérer comme des civils. En même temps, attaquer des gens, Donc, une femme qui est chez elle, même si elle est réserviste avec ses enfants, non. C'est une civile. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas en armes, en tout cas. C'est pas digne d'attaquer, enfin, je trouve pas ça digne et glorieux ou justifié d'attaquer quelqu'un qui est chez lui en train de prendre son café avec ses enfants sans armes, quoi. Tu attaques, quand tu as une résistance glorieuse, tu attaques des gens armés qui sont capables de se défendre. Voilà, enfin, ça n'a rien. Donc, oui. Effectivement, la notion de civil en Israël, entre 18 et je sais pas quel est l'âge de la retraite là-bas, mais voilà. Et effectivement, ce sont tous des réservistes qui peuvent être appelés, et qui ont été appelés d'ailleurs pour le génocide. Voilà. Ensuite, les enfants et la proportion d'enfants et la volonté de détruire les enfants, volontairement détruire les enfants. Je vais répondre à cette question en vous citant un article de 972, du magazine 972, qui est un magazine que je vous recommande si vous lisez l'anglais. Vous pouvez traduire sinon avec Google. Qui est israélien-palestinien, qui est excellent, mieux que Haaretz, de loin. Et qui a expliqué qu'en fait, pour cette guerre, pour ce génocide, l'armée israélienne choisit ses cibles, définit ses cibles grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, et un programme qui s'appelle Lavender. Et ce programme va déterminer le nombre de cibles légitimes pour atteindre le nombre de victimes collatérales, entre guillemets, pour atteindre une cible du Hamas. Alors, cible du Hamas, entendons-nous bien, hein, il ne s'agit pas forcément de combattants.
quand ils veulent soi-disant détruire le Hamas, donc ils vont détruire Hamas du mec armé au secrétaire dans un ministère, etc. C'est Hamas, d'accord? Qui n'a pas pris les armes, etc. Et donc cette intelligence artificielle, c'est elle qui définissait le taux, en fait. Et ils expliquent clairement dans l'article avec des sources militaires. Leurs sources, ce sont des sources de l'armée israélienne anonymes, qui disent quand une enfant de 3 ans est tuée dans un bombardement, Israël sait qui est cet enfant. D'accord? Et quelqu'un a décidé que sa mort était justifiée pour atteindre une cible. Voilà. Donc, oui, c'est un génocide en fait. C'est une volonté de destruction systématique, de traumatisme à outrance pour que plus jamais, comme ils disent, il se passe de 7 octobre. Enfin, ils croient que c'est comme ça qu'il y aura plus de 7 octobre. Moi, je crois qu'il y aura plein de 7 octobre au contraire. Et qu'ils ont nourri les rangs du Hamas pour plusieurs générations. C'est sûr. Donc oui, les enfants. Après, voilà, oui. On peut dire que c'est une guerre contre les enfants, bien sûr, parce que les enfants représentent la moitié de la population de Gaza. Hein. Oui, c'est Comme ça. l'espérance de vie est très limitée et qu'il y a un taux de densité, et qu'en fait les Palestiniens, c'est leur façon de résister, de faire des enfants. C'est d'exister en fait, c'est l'existence. Les femmes palestiniennes font des enfants, c'est de la résistance. C'est l'existence du peuple qui est en jeu. Donc il y a beaucoup d'enfants, beaucoup. Et beaucoup d'enfants au kilomètre carré, au mètre carré même, j'ai envie de dire. Oui. C'est tout petit Gaza. Imaginez, c'est 45 km de long. C'est quoi 45 km de long? C'est un marathon. C'est rien du tout. 45 km de long, 6 à 12 km de large. Voilà, c'est ça Gaza. Donc oui, des enfants, en fait, il y a 2,3 millions de Gazaouis, 1 million d'enfants à la base. Et déjà traumatisés, je le dis dans le livre, il y avait eu des études des enfants déjà lourdement traumatisés avant le 7 octobre. Voilà. Sur les sources que j'ai trouvées, c'est très simple. Les journalistes palestiniens, il y en a des centaines, auxquels les médias français n'ont pas fait confiance, en fait, qui nous ont négligés, qui ne considèrent pas comme des journalistes, donc les journalistes palestiniens, tout simplement. Et puis, les civils qui ont documenté eux-mêmes leur propre massacre en filmant, etc. Et j'ai croisé, bien sûr, c'est-à-dire dans ce livre, il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un paragraphe qui est doublement sourcé, c'est-à-dire tout est triple checké. S'il y a des images qui m'ont paru un peu, je sais pas sûres, c'est-à-dire je l'ai vu que à une source, je m'en abreuve pas, quoi. J'essaye vraiment de croiser, de voir si la vidéo a été reprise par tel média, par un autre média, voilà. Vous pourrez le voir. Puis les médias arabes, Al Jazeera bien sûr en tête, puis des médias alternatifs américains, anglais, voilà. En Angleterre par exemple, il y a Declassified UK, il y a Drop Site News, aux États-Unis aussi, voilà. Et enfin, dernière question, c'était plus une intervention, mais je vais quand même réagir sur Congo, Soudan, tout ça. La différence, oui, bien sûr qu'il y a des conflits encore plus meurtriers, bien sûr. Le Congo, le Soudan, c'est une catastrophe, c'est un génocide au Soudan. Mais simplement, c'est un génocide d'abord intersoudanais, avec l'intervention, bien sûr, et qu'il faut dénoncer absolument de puissances étrangères, notamment les Émirats arabes unis, qui jouent un rôle pervers là-dedans. Pour piller les ressources naturelles de l'Afrique. La différence, c'est pas du tout pour minimiser ce qui se passe au Congo et au Soudan, qui est absolument dramatique et catastrophique à bien des égards et totalement comparable en termes de dégâts humanitaires à la Palestine. Mais simplement, c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout de la même façon que la soupe nous est servie ici, en fait. Qui soutient ici ce qui se passe au Soudan? Personne. Qui soutient ici ce qui se passe au Congo? Personne. Je veux dire, on n'a pas tout l'appareil médiatico-politique qui soutient les génocidaires. C'est quand même un défi moral immense pour notre époque. Alors moi, ça me touche particulièrement parce que c'est une situation coloniale aussi. Moi, si on me demandait pourquoi tu t'intéresses plus à la Palestine qu'au Congo ou au Soudan, d'abord, ça m'intéresse ce qui se passe au Congo et au Soudan, mais effectivement, la dimension coloniale de l'histoire de la Palestine me touche au premier degré. Là, parce que moi, je suis anticolonialiste, anti-impérialiste. L'anti-impérialisme, ça vaut pour le Soudan et le Congo, puisqu'il y a des ingérences étrangères et des manigances, et que même si ceux qui tiennent les armes, ce sont des Soudanais, eh bien, ou des Congolais. Là, pour le Congo, c'est plutôt le Rwanda, et pour le Soudan, c'est les Émirats. Mais là, c'est une dimension coloniale, violente, militaire,
présente, d'accord? Et on n'a pas tout l'appareil médiatico-politique qui soutient ça au nom des valeurs occidentales et de notre supériorité civilisationnelle. Non mais c'est insupportable. Moi, je ne veux pas vivre dans un pays comme ça. J'ai décidé de vivre ici, de prendre la nationalité française. Je ne supporte pas que ce pays défende ça. Je ne peux pas. Voilà. Ça répond? Oui, Enfin, je sais pas, c'était pas vraiment une question. Non, mais Mais... bien sûr, on ne soutient pas les tueurs du Soudan. Voilà, On ne c'est ça. soutient pas Mais c'est les ça qui est tueurs terrible, voilà. tandis que là, oui. Là, on soutient. Et on trouve des gesticulations morales, des acrobaties morales. Voilà. Ah, on est arrivé à la fin du temps. Ouais. Il est 20 heures. Donc on est arrivé à la fin. Mais c'est pas de ta faute. Merci Myriam. Merci. Myriam, pardon. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bravo, bravo encore, merci. On attend la sortie de ton prochain Ouais. livre.